Alors, bienvenue dans cette vidéo où on va voir une petite analyse comparative en fait des blocs qui construisent une secte, qui sont utilisés dans une secte, qui forment une secte, et puis le récit, donc du coup Flamme Jumelle, qui est un récit finalement sectaire, puisqu'il a été emprunté et modifié pour en faire une relation amoureuse, machin, voulu par la source, du livre d'Elisabeth Claire Prophète, qui elle-même, donc tu regarderas la vidéo juste avant pour savoir qui elle est et d'où vient l'origine Flamme Jumelle. Donc ici, on va voir que le critère numéro un des sectes, c'est de jouer sur la peur. Donc dans la secte d'Élisabeth Claire Prophète, c'était la menace de l'apocalypse, donc de l'annihilation totale. Et puis dans le parcours familial, on va jouer sur la peur de perdre l'autre. Donc dans la secte, c'était la fin du monde. Ça arrive bientôt, donc on va se planquer dans le bunker. Ça génère la peur, ça va résonner chez des gens qui ont peur de ça et donc du coup qui vont adhérer ensuite à un discours. Dans le récit FJ, on va te dire, l'autre, c'est l'autre moitié de ton âme. Si tu la perds, tu rates ta vie spirituelle. Ou alors, fais bien les choses parce que sinon, tu rentres en défiance de la source. Peut-être manger une déculottée parce qu'on ne dévie pas du chemin qui a été tracé par la source. Et puis, il y en a d'autres des peurs comme ça par rapport au jument. En fait, l'effet, que ça soit fait dans une secte, c'est-à-dire à mauvais escient pour contrôler les masses, ou dans le récit flamme jumelle, à la fin, ça maintient la personne dans un état de vigilance et d'urgence, et donc de stress. Parce qu'effectivement, ce qu'il faut dire, c'est que le récit flamme jumelle est un récit qui provient d'une secte, et donc qui est encore une dérive sectaire, mais il n'y a pas de gourou. Il y a pas de pignon sur rue, il y a pas une personne qui représente le discours flammarion, donc c'est juste un discours formaté de manière sectaire, puisque ça provient d'une secte, transformé en relation amoureuse avec un but de fusion, et cetera, au fil du temps. Parce que c'était pas ça à l'origine le récit flamme jumelle, mais qui comporte tout un tas de briques de base de récits sectaires, en fait. Mais tout le monde le colporte, en fait. Et comme il n'y a pas de pignon sur rue, et cetera, en fait, un petit peu, de manière, innocente, les gens, divulguent un discours qui va, capter, en fait, des gens parce que l'armature, est, sectaire, et donc ça va coller plein de gens à ce discours-là. Critère numéro 2, leader charismatique, le runner ou le coach. Donc dans une secte, tu as un ou une gourou qui détient la vérité inaccessible auquel tu peux avoir accès si tu adhères donc du coup aux règles de la secte et que tu fais ce qu'on te dit, et cetera. Tu seras donc un élu, un privilégié, et cetera, et cetera. Et dans le récit Flamme Jumelle, on a un peu ça parce que le runner, du coup, c'est pas ton gourou, mais c'est quand même une personne que tu places, parce que tu l'idéalises quand même, et il détient la clé de ton bonheur, donc par son retour. Parce que quand il est pas là, tu as vu, tu pleures toutes les larmes de ton corps. Du coup, il est quand même placé comme étant le détenteur de quelque chose, ici ton bonheur. Puis les différents médiums, tarologues, coachs, et cetera, eux ont le pouvoir, entre guillemets, de messager. Là, ça rejoint plus le côté gourou d'une secte traditionnelle, même si c'est pas des gourous. Parce que les tarologues, voyants, et cetera, eux ont la capacité, d'après ce qu'ils disent, de capter des messages qui te permettraient d'avoir des réponses à tes questions. Donc du coup, l'effet ici, que ça soit fait dans une secte à des fins de manipulation ou que ça soit fait dans le récit Flamme Jumelle, en fait, ça va créer à un certain degré une certaine dépossession du jugement critique de la personne. Et surtout au début du parcours où on a tellement besoin d'avoir de réponses à nos questions, on est tellement dans un effondrement intérieur que on va moins être critique, on va moins être analytique, puis on va un petit peu plus boire les paroles. Et effectivement, au fil du temps, on va se rendre compte que on tourne toujours autour du même rond-point, de la même armature, et là, ça va commencer à user. On va commencer à questionner avec le temps. Alors, avec le temps, il y en a, c'est au bout de 6 mois, il y en a, c'est au bout de 10 ans, il y en a, c'est au bout de 5 ans, et puis commencer à remettre en question le récit FJ. Mais au départ, il y a quand même une certaine dépossession du jugement critique. Ensuite, on va voir critère numéro 3, donc l'inversion accusatoire, c'est-à-dire le gaslighting. Donc, dans l'exemple de Elisabeth Claire Prophète, quand le jour fatidique où il devait y avoir donc la fin du monde par guerre atomique, du coup, n'est pas arrivé, des adeptes ont dû lui demander, du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez prédit X, et puis du coup, X n'est pas arrivé. Et là, elle va répondre quelque chose comme, du coup, l'apocalypse, effectivement, n'est pas venu, mais c'est parce que c'est grâce à nous, à vous, puisque la puissance de votre pensée, de vos prières, de votre énergie d'élu, de choisi de la source et tout ce que tu veux, a changé le destin de la planète Terre. Mais si tu doutes de ça, c'est ton ego. On a le même genre de formulation dans le parcours Flammarion. Si le runner revient pas, c'est parce que c'est toi qui as pas fini ton travail sur toi. C'est pas parce que le runner il va pas revenir. C'est tout à cause de toi. Et en même temps, c'est normal parce qu'on ne peut agir que sur toi, puisque le runner, il est pas là, il a pris la poudre de Scampetta. Donc du coup, tu peux que agir sur celui qui t'écoute. Et celui qui t'écoute, c'est qui? C'est le chaser, en majorité. Donc l'effet,
évidemment, dans la secte, c'est de créer une culpabilité, j'ai envie de dire orchestrée, parce que quand Claire Prophète, elle fait ça, en fait, elle se dédouane de toute responsabilité. C'est-à-dire qu'en gros, dans les faits, elle a quand même fait une prédiction qui est pas arrivée. Du coup, elle raconte de la merde, quoi, en gros. Mais pour pas perdre la face et pour pas perdre son statut de celle qui sait, elle te retourne le truc version, bah, nous avons, grâce à notre énergie, nos prières et nos chakras, et blablabla, changé l'issue de la Terre. Donc, du coup, tout le monde il est content, tout le monde il est en vie. Donc, c'est grâce à nous. Et si toi, tu doutes en plus de ça, bah, alors, c'est vraiment que tu es un dissident, quoi, tu vois. C'est toi qui as un problème d'ego. Alors qu'en fait, dans les faits, l'adepte, il pose une question qui est juste concrète. Toi, avoir prédit X et X pas arrivé, qu'est pas ça? Et il a raison de poser cette question. Mais en fait, il est en train de remettre en doute la doctrine. Du coup, elle lui dit, si tu doutes, ce qui est vrai, parce qu'il est en train de douter, mais de la doctrine, du coup, tu as un problème d'ego. Et en fait, c'est que des retournements comme ça. Et dans le parcours Flemme, il y en a 13 à la douzaine, des comme ça. Donc, dans le récit Flamme Jumelle, encore une fois, il n'y a pas de gourou. Donc, c'est pas une personne qui veut te culpabiliser, toi, euh, personnellement. Mais c'est là que c'est encore pire. C'est que c'est des gens qui vont divulguer tout un tas de messages comme ça qui sont gaslightants et qui vont culpabiliser finalement le chaser. Pourquoi? Parce que le chaser, il a rencontré une personne. Au début, il était persuadé d'avoir trouvé enfin le fameux amour, quoi. Puis la relation, clic, elle shift. Donc là, descente aux enfers, nuit nord de l'âme, etc. En recherche de réponse et tout. Et là, on lui dit, bah ouais, en fait, si l'autre y revient pas, c'est à cause de toi, en fait. Alors que dans les faits, ta relation, elle est partie en couille, pas parce que tu l'as voulu, c'est parce que c'est le runner qui, pour X raison, il s'est barré. Du coup, toi, tu es victime de la séparation que tu pas voulu, mais que du coup, qui est subie. C'est pas ce que tu veux, mais c'est quand même ce que tu vis. Tu galères grave à te sentir mal, on te dit: «Hein, ouais, bah, c'est ta faute». Alors qu'en fait, dans les créateurs de contenu, ils ont aussi besoin de croire ça. Puisque du coup, si c'est moi, chaser, qui ai pas fait mon travail, c'est moi qui ai mal fait, donc je peux essayer d'agir. Ça me donne l'impression d'avoir du contrôle sur un truc auquel j'ai pas le contrôle, parce qu'en fait, au fond, je me sens impuissant. Parce qu'avec le runner, on a joué toutes nos cartes. Il y a rien qui. T'as pris toutes tes clés, il y a rien qui ouvre la porte. Du coup, si rien ne fonctionne sur lui quand tu essayes, du coup, tu vas essayer de changer des trucs en toi, et là, tu vas partir dans des trips intergalactiques de vases communicants et tout, parce que comme il y en a, tu dis, ouais, il y en a, donc si je travaille sur moi, tac, 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 l'autre, il va revenir, donc tu as besoin de t'accrocher à ta dernière bouée de sauvetage, qui te donnerait une sorte de pseudo-puissance, un pseudo-contrôle sur l'issue bah, de la relation, c'est-à-dire que du coup, toi, tu vas changer, donc lui, il va changer. Tu sais, c'est l'intrication quantique, quoi, tu vois? Du coup, voilà, on agit sur une particule et l'autre, à l'autre bout de l'univers, aussi, elle réagit en même temps. Du coup, c'est vachement séduisant comme idée. Bon, ça marche pas trop, trop, trop dans la réalité terrain. Mais chut, on va pas le dire, parce que si tu casses les espérances du Jedi, il te déteste après. Donc du coup du coup, t'inquiète, ça marche, hein, ça va arriver, sois patient, c'est un parcours long, garde la foi. Et donc du coup, bah, tu vas t'inventer tout ce que tu peux t'inventer et en fait, tu vas te rendre responsable d'un truc qui n'est pas de ton fait, en fait. Si l'autre veut revenir, il veut revenir. Si l'autre ne veut pas revenir, il reviendra pas. Tu peux faire toutes les incantations que tu veux, brûler la sauge au cas de vent, pisser sur ta sauce si tu veux, ça va rien se passer, hein. D'ailleurs, du coup, hein, on est d'accord, il se passe quoi dans ta relation en ce moment? Hein? Allô? Ouais, rien? Ouais, c'est normal. Du coup, point numéro 4, l'isolement. Dans la secte, c'est manigancé. Tu vois, c'est là la grosse différence qu'il faut voir entre la secte et le récit sectaire Flamme Jumelle. C'est que dans la secte, il y a une intention du gourou qui veut faire quelque chose, qui veut manipuler les gens pour ses propres bénéfices à lui. Dans le récit Flamme Jumelle, c'est juste des gens qui colportent en fait le discours qui est déjà un discours sectaire. Mais la personne en question qui fait une vidéo YouTube et qui va te dire bah ouais, si le runner revient pas, c'est à cause de toi parce que t'as pas fait ton travail sur toi, il te vise pas personnellement, il connaît même pas les gens qui écoutent ses vidéos. Donc c'est pas contre toi, mais pour autant, ça colporte du gaslighting. Et c'est là où c'est encore plus dangereux, et j'avais écrit un article comme ça, en 2020, je crois, un truc comme ça sur mon blog, qui disait que c'était encore pire ce genre de gens-là parce qu'ils dans leur voix, il y a pas d'intention malveillante, il y a pas de vouloir t'embrigader quelque part, il y a pas ça, c'est que juste le discours, il est normalisé, en fait. Il te dit ça comme en disant: «Bah oui, tu prends du pain, tu mets du Nutella, tu trempes dans le lait, c'est vachement bon, quoi», tu vois? «Bah, si le renard revient pas, c'est à cause de toi, parce que tu as pas fait ton travail sur toi». Tu vois? C'est au même niveau, quoi. Alors qu'en fait, bah, dans les faits, tu viens de te faire gaslighter. Donc du coup, ici, l'isolement dans la secte, le but est, à un moment donné, de prendre l'adepte et de le couper, de créer une rupture avec la famille. Et la famille sera non éveillée, et cetera, et cetera. Et dans le parcours familial, c'est un petit peu différent parce que comme il y a pas un gourou du récit flammarion avec pignon sur rue, du coup, c'est des gens qui répètent le discours. Mais donc il y a, à part, des phrases comme par exemple: «Oui, mais n'allez pas voir des thérapeutes qui sont non flammes jumelles parce qu'ils peuvent pas comprendre, ce que vous ressentez». En général, dans les discours officiels, il y a pas vraiment de on te on te dit
ce que je vais te dire là, c'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est difficile de parler de notre vécu flamme jumelle à des gens qui l'ont pas vécu, puisque du coup, ils ne comprennent pas. Mais c'est exactement la même problématique pour les victimes de pervers narcissiques. C'est pas parce que nous, flamme jumelle, on est vraiment différents. C'est juste que tu parles d'une expérience que si l'autre l'a pas vécue, ça c'est comme, va raconter, ce que tu as vécu au concert de j'en sais rien moi, d'ACDC ce week-end quand tu y allais, à part dire: «Ouais, c'était un truc de fou, c'est trop génial, ouais, il y avait trop de lumière, le son était génial et tout». Bon, bah, la personne, entre ça et vraiment vivre le truc, il y a quand même un monde. Donc, victime de pervers narcissiques ou de chasseurs de flammes jumelles, en fait, il va y avoir un certain isolement. Alors ça va dépendre de chacun. Pourquoi? Parce que tu vas essayer de parler de ton vécu. Les gens, au début, ils vont t'écouter, mais en fait, ils vont très vite arriver à court de leur écoute déjà et puis des conseils qu'ils peuvent te donner ou des outils, qu'ils pourraient utiliser pour t'aider. Donc ils vont très vite être à court et nous, à un moment donné, on va se sentir que, bah, ça sert à rien d'en parler parce que, bah, ils nous comprennent pas, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais bon, bah, voilà, ils ont leurs limites, puis que à force de répétition, ça crée de la rupture et puis on va s'écarter parce qu'on se rend compte que de ce côté-là, bah, on n'est pas vraiment compris. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Clic, on va aller se tourner vers la bulle délirante flamme jumelle où en fait, donc il y aura une perte de repères donc sociaux, puis un enfermement dans cette bulle-là parce que là, au moins, on se comprend et ça, c'est l'avantage. Mais le désavantage de cette bulle, c'est que il y a énormément de confusion entre les faits d'un côté et l'interprétation de ces faits. Du coup, il y a de tout et n'importe quoi et je vais donner juste un exemple de ça. En coaching, depuis 5 ans, combien j'ai eu de personnes qui, bah, pendant que je réponds à leurs questions ou je leur pose des questions et cetera, la personne va me dire: «Mais tu vois, là, je sens le jumeau qui communique avec moi, je le sens dans le plexus solaire, ça fait une boule comme ça d'énergie qui tourne et tout». Et je lui dis: «Ah non, c'est ça ta communication avec le jumeau?» Il me dit: «Bah ouais». Je fais: «Ah non, non, ça a rien à voir ça, hein. C'est une communication de ton mental ego en réponse à ce que je viens de dire». La personne, elle me dit: «Mais comment ça?» Je fais: «Parce que dans ce que je viens de te dire, je viens de t'expliquer que ton runner reviendra jamais et du coup, quand je te dis ça, il se passe quasiment toujours la même chose, boule dans le plexus ou dans le ventre ou dans les 2. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était ce que j'avais tout le temps. Donc je dis: «En fait, c'est somatique, en fait. Maintenant, je vais te montrer comment faire par rapport à ce stimuli». C'est-à-dire, c'est une peur, on va dire, primaire de ton mental ego de perdre l'objet de ton bonheur. Donc lui te réagit comme ça. Toi, tu as envie de croire que ça, c'est la communication de ton jumeau, alors qu'en fait, je m'attendais à ce que tu me dises que tu as une boule dans le plexus ou dans le ventre parce que je sais que très souvent, c'est comme ça que ça se passe. Et donc du coup, elle prend ce ressenti pour la communication de son autre, alors qu'en fait, c'est juste une communication de son mental ego, tu vois? Donc c'est une communication d'une partie de toi-même qu'on va imputer au runner. Et ça, pourquoi? Bah, parce que les gens, ils ont pas ce comment dire? Cette personne-là, elle a besoin de se sentir connectée, elle a besoin de sentir qu'elle a pas perdu l'autre, elle a besoin qu'elle a pas fait tout ça pour rien. Donc il reste la communication 5D et tout. Et c'est là que ça devient un petit peu subtil, c'est qu'il y a vraiment des communications ou un lien énergétique, dans une certaine mesure. Donc il y a vraiment des trucs qui passent et en plus qu'on peut vérifier. Mais c'est pas parce qu'il y a une fois un truc que tout le reste, c'est forcément ça. En fait, c'est 99 du temps, c'est juste ton mental ego qui parle avec toi, quoi, avec les pensées, les images, les sons, les sensations physiques et les émotions. Et effectivement, de temps en temps, il peut y avoir des vases communicants. Et d'ailleurs, comme je dis à ces gens-là, je fais: «Plus tu vas aller vers ta complétude, plus tes phénomènes énergétiques, ils vont s'arrêter jusqu'à être complètement inexistants». Alors évidemment, quand tu dis ça au début à une flamme jumelle, il a pas trop envie d'y aller à ce terrain-là, tu vois? Sauf que c'est là-bas où tu arriveras, parce que si tu y arrives pas, tu vas rester bloqué dans ton labyrinthe intérieur. Donc là, on a vu 4 piliers fondamentaux, donc d'une secte et on a vu aussi que du coup, bah, c'est présent dans le récit flamme jumelle. Maintenant, on va voir quelque chose d'hyper intéressant qui est les profils à risque d'embrigadement, bah, dans les récits sectaires ou les mouvements sectaires. Bah, du coup, c'est quoi le «profil» entre guillemets? C'est quoi les briques de base qui font que d'ailleurs, toute ressemblance avec, le chaser est tout à fait fortuite, mais qu'est-ce qui fait que du coup, à un moment donné, on a une vie et puis on va schklack shifter vers une secte ou un récit sectaire? Le premier critère, c'est crise de vie ou rupture récente. On se rend compte que au moment où la personne, elle commence à shifter comme ça vers un récit sectaire ou une secte, en fait, en amont, elle a vécu un deuil, une séparation, une faillite, maladie, migration, choc identitaire et cetera et du coup, c'est ça qui fait que la personne est donc perméable parce qu'elle est dans un état de fragilité et de vulnérabilité, j'ai même, on va dire, d'assez haut niveau ou extrême et ça, c'est ça qui fait que du coup, c'est propice à un changement de direction parce que ça va nous amener dans une détresse émotionnelle et donc un besoin de sens. Donc le critère numéro 2, parce qu'on vit un sentiment de vide, une perte de repères, donc crise spirituelle, existentielle et du coup,
on va vers cette direction parce que cette direction nous apparaît comme étant une solution à notre situation. Et c'est pour ça que c'est écrit là, la personne traverse souvent une période de fragilité et vulnérabilité plus que de faiblesse de caractère. Pourquoi? Parce que très souvent, on pense que, à tort, que, bah, les gens qui sont embrigadés dans une secte, en fait, sont des simples d'esprit ou sont pas très intelligents. C'est comme ça qu'ils se sont fait enrôler. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais ça veut dire que dans ma vie, j'étais fort et à un moment donné, bam, j'ai trébuché par terre, j'ai une jambe cassée, donc là, du coup, crise, rupture et cetera et là, je suis en détresse, donc du coup, je vais pas faire les mêmes choix qu'avant. Et dans le parcours familial, c'est exactement ça parce que tu rencontres la personne, connexion par le regard, ça se passe bien pendant, on va dire, 1 mois de lune de miel et après, clac, la relation, elle shift. Là, tu tombes en une heure de l'âme, donc qui est un effondrement narcissique, tu es en pleine dissonance cognitive parce que tu étais persuadé que c'était la bonne personne et en plus, tous les faits de la dynamique relationnelle montraient que tu avais raison durant cette lune de miel et d'un coup, bam, la relation, elle change. Donc toi, tu étais persuadé d'avoir raison, d'avoir trouvé la bonne personne, pour autant maintenant, bah, les faits te montrent complètement l'opposé. Donc il y a ce que tu crois et ce que tu vois et ça ne matche pas du tout. Du coup, grosse détresse émotionnelle. Donc à un moment donné, tu vas aller dans Google et puis tu vas chercher pour comprendre ce qui t'arrive. Et tu vas tomber sur le récit Flamme Jumelle. Et là, tu vas tomber sur un récit qui épouse parfaitement le style de relation que tu as vécu, mais qui va être spiritualisé, romantisé, etc. Où on te dit, eh, t'inquiète, popiette, ah, c'est normal. Eh. Eh oui, parce que c'est le plan divin de la source. En fait, très cher, j'ai l'honneur de t'annoncer que tu es une femme jumelle élu par la source. Comment on sait que c'est vrai? Bah, non, c'est une question qui dérange, je pose pas ça. Juste crois ce qu'on te dit. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Puis toi, sur le moment, ça t'arrange parce que tu as besoin de réponses. Donc même si tu crois pas à tout, tu vas adhérer à ce discours qui, au final, te dit: «Bah, l'autre, c'est quand même bien la bonne personne». OK, c'est la merde, mais c'est normal parce qu'en fait, le plan veut que nanani, nanana et cetera. Donc tu vas commencer à t'embarquer là-dedans. Donc les 2 critères là sur les 4, crise de vie, détresse émotionnelle. Mais alors ça, c'est le truc, on l'a chez tous les chasers et c'est, j'ai envie de dire, c'est la grosse brique de base, enfin les 2 grosses briques de base qui fait que du coup, à un moment donné, bam, on peut shifter. Après, on va avoir insatisfaction chronique vis-à-vis de la vie quotidienne, parce qu'effectivement, quand tu es dans cette noire de l'âme, bah, tu t'ennuies, il y a une perte de motivation, perte de sens, la vie est insipide, en fait, tu te sens hyper mal. En plus, tu as l'impression de pas vraiment appartenir, à ce monde-là, peut-être déjà même avant et du coup, ça plus l'isolement social parce que tu vas essayer de parler de ton problème aux autres, ils vont pas comprendre, ils font ce qu'ils peuvent, mais donc du coup, ça fonctionne pas, ça crée une friction. Donc en plus, détresse émotionnelle, on se sent seul et ennui. Du coup, là, ça fait un petit cocktail, bien propice, si tu veux, à commencer à adhérer, hem, à un nouveau groupe, en fait. Et là, celui-là, ça va être le groupe Flamme Jumelle. Donc ça, c'est hyper important de comprendre que les profils à risque d'embrigadement, ils vivent ces 2 critères-là, mais ça, c'est sûr et certain, avec, dans une certaine proportion, hein, qui va dépendre de chacun, insatisfaction chronique et isolement social. Mais du coup, ça nous amène à quoi? Aux besoins psychologiques insatisfaits qui vont être des leviers d'emprise. C'est-à-dire que quand on regarde les modèles clinico-sociaux de Singer, Lalich, Deckman et Langone, eux, ils parlent surtout de besoins fondamentaux qui vont être exploités, alors soit dans la secte, donc du coup à mauvais escient, etc., à des fins de manipulation, soit exploités parce que le discours en lui-même, style flamme jumelle, va taper sur ces choses-là. On va se rendre compte que pour les raisons dites précédemment, crise et puis détresse émotionnelle, et puis le fait d'être isolé parce que ce qu'on vit, bah, difficile que les gens, qui l'ont pas vécu le comprennent. On va avoir un besoin d'appartenance naissant à une famille de substitution, c'est-à-dire à un groupe qui va pouvoir nous comprendre et puis dans lequel on va pouvoir entre guillemets «être soudés» en fait. Parce qu'il y a un énorme besoin d'approbation. En fait, chez le chaser, il y a un énorme en fait, chez tous les êtres humains, il y a un manque d'approbation. Ce qui est d'ailleurs la racine de toutes les blessures de l'âme là, rejet, injustice et cetera, trahison. Toutes ont comme racine le manque d'approbation. Du coup, quand tu es avec ton runner, ton approbation est au taquet du taquet. Dès qu'il est plus là, pioup, la bouteille elle est vide. Du coup, forcément, ça va appeler à être approuvé, appartenir à une famille qui te comprend et que tu comprends, et cetera. Ce qui est logique, c'est ni bien ni mal. Du coup, ça devient un peu le point central, en fait. C'est-à-dire que le groupe devient famille, surtout quand, en plus, avec ta famille d'origine, bah, tu pas compris, tu es un peu mis à l'écart, et cetera, et cetera. Du coup, on va avoir besoin de se sentir approuvé par appartenir à un groupe, une famille qui nous comprenne. Et ça, c'est lié au besoin de sens, de mission et de transcendance. Pourquoi? Alors ça, c'est fort ça. Parce que la personne, crise de vie, rupture récente, détresse émotionnelle, besoin de sens. Elle va chercher un groupe, une famille. Et dans cette famille, dans ce groupe, on va offrir
un récit héroïque. Sauver la planète, préparer l'ascension, participer à une mission cosmique, et cetera. Et en fait, les ex-adeptes de secte disent souvent que ce sentiment surinvesti, en fait, leur donnait un sentiment de valeur et d'importance, besoin d'approbation, sans précédent. Et j'étais, moi, en marketing de réseau, donc je vendais de la cosmétique naturelle, donc principalement pour les femmes, et j'avais 30 000 personnes dans mon réseau. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, au bout d'un moment, on va à droite à gauche, on veut regarder comment d'autres leaders font pour former leurs équipes, etc. Et à un moment donné, tu tombes toujours sur un Gugus ou une Gugus qui se prend pour un putain de gourou. Et c'est trop marrant parce qu'on retrouve les mêmes choses. En fait, à un moment donné, la personne, parce qu'on est tous là donc comme distributeurs, on veut tous aller de l'argent, enfin aller de l'avant, gagner plus d'argent, etc. Et à un moment donné, tu vas avoir un ou une gourou qui est hyper charismatique, qui est quand même autoritaire, et qui communique super bien, qui a de la prestance sur scène, qui utilise vraiment les mots, mais genre, putain, les mecs sont faits pour ça, quoi, ou les nanas. Et ce qui est trop marrant, c'est que dans le récit, donc, toi, tu es distributeur, hein, pour de la cosmétique naturelle quand même, tu vois? On va quand même te parler que tes pensées focalisées grâce à l'énergie de tes chakras dans ton alignement intérieur, de ton être intérieur et tout. Donc tu as 500 personnes, tu imagines, dans la scène qui entendent ça, va modifier l'efficacité de la crème pour les rides et donc du coup, tes clientes seront contents et vont plus le recommander, donc vont plus commander, donc tu vas faire plus d'argent. Et tu es un chevalier de lumière, en mission divine, pour augmenter la vibration. Et je te jure, j'entendais ça. Et ce qui est trop marrant, c'est que moi, quand j'entendais ça, bon déjà, moi, ça m'éteignait direct, ça. Quand j'entendais ça, j'entendais... Mais je regardais le public. Et ce qui est trop marrant, c'est que tu as ceux qui adhèrent pas du tout, qui sont comme ça en mode: «Bah, moi, je suis venu pour apprendre à, tu vois, à faire du marketing, développement personnel et tout, tu vois? Je veux que mes ventes, elles augmentent, donc qu'est-ce qu'elle me dit l'autre là? Elle est folle ou quoi?» Et puis tu as ceux qui sont comme ça, genre: «La lumière s'est allumée». Et ceux-là, mais je mettais ma main coupée, je fais: «Si la personne sur scène commence à créer un groupe et commence à être dans des dérives sectaires, ces gens-là, ils vont adhérer» et ça loupait pas. Pourquoi? Parce que quand tu es en recherche de sens, parce que intimement parlant, on est tous un peu comme ça en tant qu'être humain. Déjà, on est êtres créateurs, qu'on soit femme ou homme, donc c'est non genré, et on sait qu'on est plus grand que ce que l'on est. Parce qu'on sent nos propres limitations, qu'on les sente un petit peu de manière subtile ou pas. En fait, c'est des auto-limitations avec notre mental ego. Mais on est là, on sait qu'on pourrait être là. Et donc, cette personne-là sur scène va venir insuffler en toi la mission, une mission qui va te transcender, qui est beaucoup plus grande que toi, mais en même temps, tu es dans un groupe, tu es dans une famille, vous avez tous les mêmes objectifs communs. Et là, ça peut commencer à taper sur ton besoin d'approbation parce que tu te sens pousser des ailes, d'un coup, tu as ta lumière qui s'allume. Et effectivement, cette personne en question, derrière, était partie en dérive sectaire. Et d'ailleurs, c'était même fait virer de la compagnie de marketing de réseau qui faisait des centaines de millions par an parce qu'à un moment donné, ça partait beaucoup trop loin, en fait. Mais on retrouvait les mêmes choses. Et on retrouvait le troisième point aussi, enfin le quatrième, besoin de réparation, de traumatisme ou de souffrance antérieure. Et en fait, dans les sectes ou dans ce genre de dérives sectaires, il y a à un moment donné une partie des adeptes, bah forcément qui arrivent chacun avec ses traumas, son passé et tout, et le groupe, l'environnement va se présenter comme un lieu de guérison spirituelle thérapeutique. Et en fait, ce que ça fait vraiment, c'est que ça met en place une nouvelle emprise. Et une des manières de mettre en place une nouvelle emprise, je sais ça va piquer, je suis désolé, c'est comme ça, c'est de proposer des outils qui donnent l'impression de fonctionner mais qui ne fonctionnent pas. Et dans cette histoire de marketing de réseau que je raconte là, c'est pareil, on voyait des gens qui allaient faire le week-end des rituels avec, tout le groupe et cetera et cetera, et moi je regardais ça de loin, je me disais: «Mais c'est quoi le truc en fait? Pour faire quoi en fait?» Et en fait, ça donne l'impression que, mais c'est de l'esbrouf en fait. Mais comme tu es en groupe, tu fais des trucs effectivement qui vont te mettre à oser te parler de toi devant du monde, tu progresses un petit peu parce que tu oses un petit peu révéler des choses sur toi devant des gens qui vont pas te juger nin donc ça aide un petit peu, mais c'est pas fou, hein. Et bah là, dans le parcours familial, on a la même chose. Elle est où l'EFT? Je veux dire, l'EFT, tu vas sur mon blog, tu tapes EFT, tu vas tomber sur un article, 169 études scientifiques, et cetera. Je t'ai mis la traduction d'une conclusion d'une des 169 études scientifiques qu'on a sur PubMed, donc le NCBI, c'est la bibliothèque, officielle des États-Unis, en fait, là où vont tous les médecins pour voir des études en double aveugle sur des produits XY, enfin sur plein de trucs, quoi. C'est un peu la grosse bibliothèque nationale, tu vois, scientifique. Et du coup, ils te disent plein de choses, hein, dans cette conclusion, mais ils te disent un truc qui dit: «À séance égale, comparé à d'autres thérapies qui sont donc connues», hein, je parle pas de brûler de la sauge, un sort de pleine lune, ça c'est pas de la thérapie, c'est de l'esbrouf. L'EFT est plus rapide, plus efficace, avec des résultats durables et il y a zéro effet secondaire. Pourquoi dans le parcours familial on n'en parle pas? Bah, tout simplement parce que, comme je disais avant, l'interdépendance. Dès que tu vas avoir des questions qui vont te permettre de décoller
du parcours familial ou des outils qui vont permettre de décoller de ça, en fait, ça fait vriller la structure. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon créneau dès le départ, en créant mon blog, ma chaîne YouTube, c'est pas de créer un groupe Facebook et d'avoir 1 milliard d'adeptes, j'en ai rien à péter, hein. Mais alors, j'en ai rien à foutre, hein. D'ailleurs, plein de clients m'ont dit: «Mais pourquoi tu crées pas un groupe Facebook et tout?» «Pourquoi? Pour que je te parle de l'EFT tous les jours? J'ai pas que ça à faire, c'est bon, tu connais, vas-y, pratique». Pour te dire quoi? «Alors, la source a dit que cette semaine», mais on s'en fout, en fait. Tu fumes, va voir ton médecin là qui te propose l'hôpital pour arrêter de fumer ou je sais pas quoi la procédure, fais ce que tu as à faire, arrête de fumer, passe à la suite. Et ça, c'est parce que moi je cherche pas à avoir un groupe, je dépends pas des gens en fait. Et mon but c'est pas de dépendre des gens, c'est pas que les gens dépendent de moi. D'ailleurs même dans mes coachings, je leur dis direct dès le départ, je fais: «Je vais t'apprendre une méthode qui fait que du coup tu vas devenir autonome dans la guérison de tes propres traumas. Je veux pas t'avoir pendant 5 ans, c'est quoi l'intérêt en fait?» Aucun intérêt en fait. Donc du coup, l'approche elle est complètement différente, donc du coup j'ai un discours qui est complètement différent. Alors que quand tu tires le tarot et cetera, bah, tu as besoin que les gens s'accrochent à l'espoir que l'autre va revenir, qu'il va pas revenir et cetera, parce que ça te crée des abonnés dont tu as besoin financièrement, mais aussi pour avoir l'impression que tu es un messager. C'est ni bien ni mal, c'est juste, le décortiquage d'un mécanisme. Et pourquoi? Bah, parce que chez l'un comme chez l'autre, créateur ou consommateur de contenu, on a juste déplacé notre dépendance, on fumait de la clope, on est passé à l'alcool. C'est tout. Parce que quand tu es vraiment en complétude, putain, on a rien à péter de savoir ce que demain te réserve. Demain, tu composes avec demain, tu focalises sur tes trucs, enfin voilà, tu crées ton futur, quoi. T'as pas besoin de savoir si l'archange Michael est de ton côté ou pas de ton côté, tu t'en fous en fait. Tu fais ta life et tu composes avec ce qu'il y a, le bon, le moins bon, le mauvais, le neutre en fait. Enfin, tu fais ta vie, quoi, en gros, tout simplement. Donc, hyper important aussi, facteur cognitif, pensée, croyance, rapport à l'information. Bon, je vais pas reparler de la partie de gauche que j'en ai déjà parlé. La crédulité sélective, confiance forte en l'autorité, c'est ce qu'on remarque chez les adeptes hem, de sectes ou de discours sectaires. Il y a ce côté, on va un petit peu délaisser, l'esprit critique, non pas parce qu'on est bête ou, limité intellectuellement, c'est pas à cause de ça, c'est parce qu'on a besoin du discours, on a besoin d'intégrer à cette solution, à ce groupe. Du coup, on va pas trop regarder certaines choses, qui fait que du coup, on ferme un peu les yeux, puis on a une crédulité sélective. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le dernier point, vulnérabilité aux techniques de persuasion coercitive. Dans une secte, on va être exposé de manière prolongée, bah, du contrôle de l'information, répétition de messages, confession publique, pression de groupe, alternance, récompense, punition et donc toutes ces stratégies, elles sont décrites par, Singer, Lalich et dans la littérature donc de l'abus psychologique de groupe et ça montre que du coup, on peut transformer progressivement en utilisant ces méthodes-là, bah, les croyances et l'identité de l'adepte. Mais dans le parcours flamme jumelle, on va retrouver exactement la même chose. Parce que regarde, l'information, elle est contrôlée. Toutes les informations, comme je disais avant, par exemple le pourcentage de réunions flammes jumelles, mais je parle de vraies réunions, un vrai couple, hein, tu sais, un peu comme mon voisin au-dessus, tu sais, il est avec sa femme dans son appartement, tu vois, il a même des enfants, c'est un truc de fou. Donc une vraie relation en bonne et due forme. Mais là, on est à moins de 1% là, hein. Je crois que même moins de 1%, je suis assez généreux, quoi, tu vois? Bien sûr, si l'autre c'est: «Ouais, mais moi j'habite à Singapour et puis l'autre à Vancouver, on s'appelle une fois toutes les 6 mois et putain me fait chier, on est en réunion». Non, mais ça c'est l'esbrouf, ça c'est mythos ça. Ça c'est des conneries ça. Bon après si tu as envie de te croire en réunion grâce à ça, OK, bah moi je suis en réunion avec toutes mes flammes jumelles dans toutes les dimensions. Bah, je leur parle jamais, mais tu sais, mon corps est ici et l'esprit est ailleurs. Donc il y a un vrai contrôle d'information, c'est-à-dire que tous les faits qu'on peut mettre sur la table, qui risquent de bousculer la logique flamme jumelle, consciemment ou inconsciemment, elle est foutue sous le tapis. Du coup, il y a qu'un discours un peu lisse qui est toujours un peu la même chose, alors après chacun rajoute son grain de sel. Donc l'information, elle est contrôlée. Et du coup, il y aura aussi une pression de groupe parce que dès que tu vas commencer à vouloir poser des questions dans les groupes Facebook, et cetera, qui vont à l'encontre, ou qui remettent en question, mais de manière honnête, hein, tu risques de faire face à une opposition. Donc il y a une pression de groupe. Ensuite, tu as une répétition des messages parce que dans les vidéos flammes jumelles, c'est tout le temps un peu les mêmes trucs, surtout dans les, guidances parce que c'est tu as 8-12 scénarios qui sont toujours un peu les mêmes et puis après qui le décor change un petit peu, mais grosso modo, c'est toujours un peu, la même chose qui se passe. D'ailleurs, je fais très, très vite là-dessus parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Une ancienne femme qui disait canaliser et qui faisait, bah, des démonstrations devant 2 000-3 000 personnes dans les déserts, aux États-Unis, qui était donc sortie entre guillemets de sa secte quoi, a été interviewée, alors je sais plus si c'est sur Netflix ou Prime Video ou sur YouTube, j'avais vu le documentaire. Elle répondait à la psychologue et la psychologue lui disait: «Beh, du coup, qu'est-ce que tu peux dire maintenant sur ton expérience de l'époque?»
Et elle disait: «Mais en fait, on canalise pas vraiment, en fait. On a à force d'avoir, écouté mon père faire ça et tout, on intègre, en fait, les discours et cetera, puis après notre mental, il vient, parsemer de nouveaux petits détails et cetera, donc ça donne l'impression que, bah, que c'est, un discours nouveau, mais en fait, c'est toujours un peu la même chose. Et la psychologue disait: «Ouais, mais du coup, quand tu faisais ça, qu'est-ce que ça t'apportait quoi?» Elle dit: «Beh, en fait, parce que j'étais le messager et j'apportais du bien-être dans l'instant à toutes ces personnes-là, quand on est un discours qui leur donnait momentanément et ponctuellement, bah, de l'espérance, de l'espoir, de l'enthousiasme, enfin, un mieux-être. Puis en retour, bah, tu as de l'admiration. On manque d'approbation. Il monte». Et du coup, bah, à la fin, elle était sortie de ça, puis elle racontait, en fait, on canalise pas vraiment, quoi. Donc du coup, les messages, c'est toujours un peu les mêmes et même elle le disait, on a un certain nombre de scénarios qui sont toujours un peu les mêmes, puis après ça change un peu. Et plus important encore, alternance récompense-punition. Quand tu es dans le récit flamme jumelle ou dans une secte, tu vas alterner entre récompense et punition. C'est-à-dire que quand tu es en contact avec ton runner, ça se passe bien, ça se passe mal, ça se passe bien, ça se passe mal, et cetera. Quand après, bah, tu plus trop de contact avec l'autre, tu bascules dans le récit FJ. Et là, tu vas écouter du tarot qui t'annonce le retour de la flamme jumelle, mais il revient pas. Le retour de la flamme jumelle, mais il revient pas. Oui, il pense à toi, mais tu vois, toujours pas de message, hein. Donc c'est oui, mais non, mais oui, mais non. Tu vas alterner comme ça récompense-punition. Donc on retrouve ces mêmes choses-là. Et ça va changer tes croyances et ton identité avec le temps. Donc c'est hyper important de voir tous ces facteurs-là pour se rendre compte que finalement, bah, le récit flamme jumelle, en fait, c'est juste, un récit sectaire. Et si on fait, un récapitulatif, il y a un besoin d'appartenance, donc communauté éveillée qui est lue. Il y a un besoin d'explication à la souffrance, c'est la phase de séparation, c'est normal, c'est le karma, tu es en train de nettoyer, c'est prévu par la source, t'inquiète paupiette. Il y a un besoin de sens héroïque, mission divine, amour universel, changer la vibration de la terre et cetera. Où, bah, c'est voilà, c'est ta lumière flamme jumelle qui brille contre les forces du mal et cetera. Idéalisation, c'est-à-dire que le runner de chaser, bah, ils sont destinés depuis toujours, OK, si tu veux. Dépendance, du coup, consommation compulsive de tirages de tarot et de vidéos flammes jumelles, bah, le runner est plus là, donc il faut bien compenser avec autre chose. Et puis autorité extérieure, donc la guidance remplace, dans une certaine mesure, le jugement critique, parce que si on se mettait vraiment à utiliser notre sens critique à 100, on devrait remettre en cause plein de choses sur le récit, mais en faisant ça, ça va remettre en cause plein de choses en nous. Et c'est ça le plus important, des choses que, pendant une certaine période, on n'a pas envie d'aller regarder. On n'a pas envie d'aller regarder en nous, on n'a pas envie d'aller regarder certains tiroirs parce qu'on sait. Je veux dire, si tu avais pas peur d'aller regarder en toi, tu irais regarder en toi. Et si tu regardais en toi, tu aurais pas peur de te confronter à l'information qu'il y a. Donc c'est-à-dire que tu sais qu'il y a déjà des informations qui vont pas te plaire. Comme par exemple, combien il y a de chasers, quand je leur dis: «Mais vas-y, lâche l'affaire, c'est ton parcours flamme jumelle, ça fait 7 ans, tu vois bien que l'autre y revient pas». «Oui, mais si je lâche l'affaire, ça veut dire que j'admets l'idée que je me suis trompé depuis le début de cette relation». Je dis: «Et donc?» «Bah, et donc ça veut dire que j'ai perdu 7 ans de ma vie et que je suis responsable de ça?» Je dis: «Ouais, bah, c'est pas grave, lâche l'affaire sur la culpabilité». Et en fait, on va faire après tout un travail pour décharger toutes les charges émotionnelles de culpabilité, de honte, d'avoir, espéré pendant 7 ans, puis de se rendre compte que finalement, qu'on espère une huitième année ou une neuvième année, ça va être pareil que les 7 années précédentes. Donc on va décharger tout ça. Mais au départ, on sent le pitbull sur son os, quoi. «Non, je ne veux pas lâcher cette relation parce que ça veut dire que sinon je me suis trompé et que c'est moi qui ai fait ce choix-là d'attendre et que c'est moi qui ai mis ma vie sur pause et ça me fait grave chier de l'admettre». Ouais, mais ça fait partie de bah, notamment du style d'information qui sont en soi et puis qui sont un peu à tapis, mais qui sont bien, bloqués, en fait. Donc au final, le récif J, bah, en fait, il se mappe parfaitement et c'est comme un legging, en fait, si tu veux, qui va épouser les formes de ton corps, mais qui va parfaitement se mapper sur l'état neurochimique post-relation toxique. Parce que quand tu es dans un effondrement du système nerveux, nous, on va appeler ça une noire de l'âme. En fait, c'est juste un effondrement narcissique, effondrement du système nerveux aussi, qui fait que du coup, bah, tu dégringoles. Tu une grosse dissonance cognitive, parce que tu te prends l'effet de la réalité physique en 3D. Il y a pas de il y a pas de tu vois, il y a des événements de la vie, tu te prends juste une grosse claque dans ta gueule, c'est tout, fin de l'histoire. Tu aurais aimé que ce soit plus doux, mais ça l'est pas. Donc du coup, nous, on va le reformuler, version c'est la nuire de l'âme. Le manque, le craving et l'obsession, dit comme ça, c'est pas très sexy, on va l'appeler télépathie, connexion divine. Et oui, il y a des vases communicants, oui, il y a un lien énergétique, mais c'est le produit d'un mental ego en mode survie qui, à un moment donné, va, créer cette capacité. Donc parapsychique, spirituel, énergétique, tu appelles ça comme tu veux, pour se connecter à l'autre parce que c'est que ce qui lui reste.
Et nous, on n'a pas envie que ça parte parce qu'on a besoin de s'accrocher à ça, bah, pour éviter la mort, le néant, le vide, le rien, bref, devoir se confronter à cette partie de nous-mêmes qui dit: «Mais en fait, seul, je suis capable. Je suis». Fin de l'histoire. Au départ, on se sent pas capable, donc on s'accroche à notre boîte de sauvetage. Mais à un moment donné, tu vas y passer à ce chemin-là, tu passeras à l'étape d'après et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu as toujours été capable. C'est juste que, bah, voilà, on deal avec notre intériorité, on croit ce qu'on entend, on croit nos peurs, donc bah, c'est un parcours en fait, hein, tout simplement de guérison. Après, on est dans le déni plus l'idéalisation, donc on va appeler ça runner, chaser, et cetera. Mais en fait, on idéalise à la fois le runner, parce que c'est la clé de notre bonheur, mais en même temps, on va être dans le déni, bah, de tout un tas de red flags et de tout un tas de choses qui nous conviennent pas. Et du coup, voilà, on n'a rien vu. Du coup, on va se sentir impuissant. Mais là, au lieu de reconnaître qu'on est impuissant, bah, c'est le destin qui choisira, c'est la source qui décide, c'est un parcours, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, bah, en fait, c'est pas que j'ai utilisé toutes mes cartes avec le runner, mais presque quand même. Mais donc du coup, bah, en fait, c'est parce que, le carcan est comme ça. Puis du coup, tu vas ressentir de la honte et de l'abandon, mais c'est pas vraiment ça, tu es un élu. Tu sais, ton amour, il est spécial, en fait, quoi. Donc du coup, en fait, c'est complètement un kit d'autosuggestion parfaitement adapté à la psychologie du traumatisé. Et en fait, bah, du coup, c'est pas un hasard parce que les systèmes sectaires, bah, ils naissent souvent de la récupération, finalement, d'une souffrance humaine, universelle. Et là, on parle notamment, de relations donc humaines, de relations interpersonnelles. Et on finira donc par cette diapositive où on va se rendre compte en fait, bah, que de nos jours, on n'a plus besoin de gourou. En fait, tu as juste des milliers de chaînes qui répètent le même narratif. Tu as un algorithme qui identifie que tu es en détresse, des vidéos qui sont suggérées qui vont donc renforcer tes croyances, un feed qui va te maintenir dans l'univers FJ avec le karma et toute la suite, et puis enfin toute la clique quoi. Et donc tu vas te retrouver avec un discours qui est parfaitement calibré pour le trauma bonding, la limérance et l'errance psychique. Et du coup, il y a même certains cliniciens qui appellent ça maintenant bah, l'emprise algorithmique ou des doctrines auto-réplicatives. Parce que finalement, bah, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de pignon sur rue pour le parcours flamme jumelle. Tu as juste un narratif qui est raconté, narré par tout un tas de personnes. Et puis toi, ça te touche, tu adhères dans une certaine mesure. Et puis peut-être toi, tu deviendras un jour créateur de contenu en fait. Donc tu dépends même plus d'un leader, tu dépends d'un système narratif qui s'auto-réplique. On pourrait dire qu'il y a presque une vie propre, en fait, parce que c'est juste soutenu par des créateurs de contenu et puis des consommateurs. Mais du coup, tu es en fait avec un narratif sectaire qui utilise des techniques de manipulation de secte, puisque ça provient d'une secte, qui a été adaptée à une relation amoureuse qu'on appelle flamme jumelle maintenant de nos jours. Et en fait, tout ça, ça vient complètement taper dans ta psychologie, puisque ça résonne avec, tout simplement. Alors, si à la fin de cette vidéo, tu es à la recherche d'un accompagnement, c'est-à-dire que tu es vraiment prêt à aller faire ce qu'il faut, moi je t'invite à cliquer donc dans la description. Tu as un lien pour prendre un appel de 20 minutes. Alors, quand tu arriveras sur une page, lis bien la page. Si ça te parle, réserve l'appel. C'est 20 minutes, c'est gratuit. Alors, c'est pas pour répondre à tes questions sur ton runner, etc. C'est pas non plus un appel de coaching, c'est un appel où toi, tu as une problématique et tu vas voir si moi je peux t'aider dans cette problématique. Et si c'est le cas, je te parle de ma solution. Elle te parle, on y va. Si elle te parle pas, on n'y va pas. Pas de souci, aucun stress là-dessus. Donc en attendant, je te retrouve dans la prochaine vidéo.